c'est simple, c'est la première tueuse en série italienne du XXe siècle. D'ailleurs, une femme dont le nom, aujourd'hui encore, glace le sang de tout un pays. Et son nom, c'est Leonarda Cianciulli, qui est en fait une mère de famille obsédée par la mort, et notamment par celle de ses enfants. Alors approchez-vous mes diploprions à deux bandes, on va s'intéresser à l'histoire de Leonarda, de son enfance terrible à sa mort, en dévoilant au passage d'ailleurs tous ses secrets les mieux gardés et les plus sombres. Puisqu'en fait, derrière ces petits airs de maman bienveillante et sa petite boutique de savon, en fait, Leonarda cachait des choses que personne n'aurait pu imaginer. Et comme elle était persuadée d'être maudite par sa propre mère, elle va s'enfoncer peu à peu dans la dépression, mais surtout dans la magie noire. Au point d'en arriver à croire que le seul moyen de protéger ses proches, c'était de sacrifier d'autres personnes. Et du coup, de Montella à Correggio, son parcours à travers l'Italie va devenir l'un des chapitres les plus dérangeants du crime italien, et avec des actes atroces qui défient l'entendement. Vous croyez-moi, vous allez regarder vos savons différemment après cette vidéo. Alors, en fait, comment une mère de famille désespérée et fragile a pu devenir ce qu'on appelle la saponificatrice de Correggio? Eh bien, pour le comprendre, il faut tout d'abord remonter en arrière jusqu'au jour de sa naissance. Mais avant de commencer notre sombre histoire, il faut aussi que je vous parle d'une certaine Giovanna, qui est une mama italienne qui vivait aussi à Correggio au début du XXe siècle. Et comme Leonarda, en fait, Giovanna était une mère de famille dévouée, passionnée de pâtisserie et qui adore les potins. Et si Giovanna adore parler, paradoxalement, elle aime pas trop qu'on s'intéresse à sa petite vie. Le problème, c'est qu'à l'époque, une phrase mal répétée, un mot de trop, ça pouvait vite remonter aux mauvaises oreilles. Surtout que le pays est touché par la dictature et la censure, et qu'on risque sa vie tous les jours. En tout cas, à ce moment-là, Giovanna n'avait alors qu'une seule option, se taire. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle, on a mieux que ça. Il y a un allié du quotidien qui vous aide à protéger vos données personnelles, qui vous aide à ce qu'on ne puisse pas répéter des informations confidentielles, et je veux parler de CyberGhost VPN. Parce que autant à l'époque, en Italie, ça n'existait pas, autant aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs VPN sur le marché. Utilisé par plus de 38 millions de personnes dans le monde et avec plein d'avis positifs. En tout cas, grâce à lui, votre adresse IP est masquée et votre connexion chiffrée. C'est quand même génial. Si aujourd'hui Giovanna existait encore, elle pourrait être incognito sur Internet, sans que personne ne sache où elle se connecte. Et d'ailleurs, grâce à CyberGhost VPN, on peut contourner les frontières. Genre, littéralement, d'un simple clic, on peut accéder à des milliers de contenus bloqués géographiquement, genre aux États-Unis, au Japon, n'importe où. Et dites-vous, ça peut représenter jusqu'à 50% de contenu en plus. Car ouais, en fait, avec CyberGhost VPN, vous pouvez simplement changer votre localisation en 2 clics et accéder à du contenu que vous souhaitez, qui sont de base restreints, tout en étant protégé et anonyme. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, mais CyberGhost, ça fonctionne avec plus de 40 plateformes de streaming différentes, comme Netflix, HBO, Hulu et plein d'autres. Et ça fonctionne aussi sur tous les appareils, genre un téléphone, un PC, un Mac, une tablette, une télé connectée. Vous pouvez avoir jusqu'à 7 appareils connectés en même temps. C'est super pratique parce que Giovanna aurait pu protéger toute sa famille avec une offre pareelle. Et d'ailleurs, le truc cool, c'est qu'en cliquant sur mon lien en description, vous aurez le droit à une offre exclusive avec une réduction de 83% et 4 mois offerts. Profitez-en et gardez en tête que elle a pas eu cette chance. Eh ouais. Parce que autant dans le passé, avec cette Leonarda qu'on va découvrir juste ensuite, protéger sa vie privée est important. Et justement, il est temps de parler de l'enfance absolument apocalyptique de cette Leonarda. Bon, déjà, Leonarda Cianciulli, elle est née le 18 avril 1894 à Montella, qui est un petit village du sud de l'Italie, dans la région de Campanie. Et dès le début de son existence, ça a plutôt mal commencé, voire même très mal. Parce qu'en fait, Leonarda était très loin d'être un bébé désiré par ses parents. Bon, déjà, sa mère, Emilia Dinolfi, c'était une jeune femme de bonne famille qui rêvait d'amour et d'une vie confortable. Mais ça, c'était sans compter sur sa rencontre avec Mariano Cianciulli, qui allait bouleverser le cours de son existence un soir d'été 1893. Là, la maman Emilia gardera d'ailleurs un souvenir indélébile de cette soirée non désirée, une grosseuse. Mais le pire dans tout ça, parce que c'était pas fini, c'est qu'elle a été obligée de se marier avec son agresseur. Parce qu'à l'époque, c'est vu comme une honte, surtout dans un pays qui est très pieux, où les rapports hors mariage sont pas hyper bien vus, encore plus quand c'est dans ce cadre-là, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un matrimonio riparatore, ou voilà, un mariage réparateur, qui permet de réparer l'honneur de la famille de la victime. Et quant à l'agresseur sexuel, ça lui permet de s'éviter de finir en justice, quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il faudra attendre pratiquement un siècle après cette histoire pour que l'Italie accepte que cette loi de mariage réparateur soit abolie. Bon, toujours est-il qu'Emilia ne veut pas de ce mariage et encore moins de cet enfant qui fout vraiment la honte de tout le village. Mais vous inquiétez pas, son calvaire va être de courte durée, puisque un an après le mariage, Mariano, il disparaît. Selon certaines versions, le gars il s'est enfui, peut-être avec une autre femme. Et il y en a d'autres qui pensent qu'il a été retrouvé ivre-mort dans un bar, et là Emilia l'aurait ramené dans leur maison pour le laisser mourir. Dans tous les cas, c'est presque un soulagement pour elle. Et donc, assez rapidement, Emilia va se remarier avec un négociant en farine. Et du coup, grâce à ce négociant en farine, elle va reconstruire sa vie, sa réputation, et surtout, elle aura 3 nouveaux enfants qu'elle aimera profondément. Et en tout cas, à côté,
sa première fille, eh bien, elle reste à l'écart. Elle grandit avec l'idée qu'elle n'est pas désirée, qu'elle n'est pas aimée. Parce que, faut le dire, mais sa mère, elle la frappe, elle l'insulte, elle l'ignore. C'est plutôt mal parti pour elle dans la vie. Et du coup, c'est dans ce cadre pas hyper propice à l'épanouissement que la petite fille va stresser beaucoup et va tomber tout le temps malade. Elle va même développer de l'épilepsie, qui, je le rappelle, est une maladie neurologique qui se manifeste par des crises assez violentes. Mais honnêtement, ces crises d'épilepsie, tout le monde s'en bat la race. J'étais une enfant délicate et maladive. Je souffrais d'épilepsie, mais personne ne faisait attention à moi, ni ne songeait à m'emmener voir un spécialiste. Ma mère me haïssait car elle n'avait pas voulu que je vienne au monde. J'étais une enfant malheureuse. Je voulais mourir. Et donc, comme elle se sent coupable d'exister, Leonarda a voulu mettre fin à ses jours par 2 fois. Alors, une première fois en essayant de se briser la nuque, et l'autre en essayant d'avaler du verre pilé. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, au lieu que sa mère la rassure et lui dire « Je suis désolé, du coup, ça va aller mieux », pas du tout. Elle lui rappelle qu'elle a encore échoué. Faut le dire, mais ces tentatives sont loin d'être anodines pour notre jeune Leonarda. Parce qu'elles sont le reflet, en fait, de ses pensées. Celle d'une enfant obsédée par la mort et qui est persuadée qu'elle est née sous une mauvaise étoile. Et le truc, c'est que sa mère, encore une fois, elle la rassure pas du tout avec cette histoire de mauvaise étoile. Parce qu'elle est hyper superstitieuse et elle croit aux malédictions et au mauvais œil. Et ça, ce petit trait de personnalité, elle va le transmettre à sa fille. Et ça aura un vrai impact sur sa folie meurtrière. En tout cas, si la maman Emilia, elle n'aime pas sa fille, elle se dit quand même qu'en grandissant, elle va pouvoir s'en servir pour gagner de l'argent et puis évoluer socialement. Et pour ça, elle a une idée brillante, la marier à un jeune homme de bonne famille. Sauf que là, pour la première fois de sa vie, notre jeune Leonarda va s'opposer à sa mère, car son cœur est déjà pris par un autre gars qui s'appelle Rafael Ponsardi. Alors c'est un homme plus âgé qu'elle, qui est pas très riche, mais qui est très doux et respectueux. Et ça, c'est tout ce que Leonarda, elle a jamais connu. Et là, la maman, Emilia, va devenir complètement folle face au refus de sa fille. Et dans son excès de colère, elle va maudire Leonarda en lui prédisant qu'elle verrait tous ses enfants mourir avant elle. Et pour Leonarda, c'est pas qu'une simple insulte, là c'est une sentence. Et ça, vous allez voir, c'est une phrase qui va la hanter toute sa vie. Et qui, dans son esprit, explique tout ce qui va suivre. Là, quelques années ont passé, Leonarda, elle a 23 ans et elle se marie enfin avec l'homme de sa vie. Alors bon, ils n'ont pas encore les moyens de déménager, mais Leonarda, elle se sent enfin à sa place et en sécurité. Sauf que les traumatismes de son enfance, ils sont jamais loin. Et là, honnêtement, notre jeune Leonarda, elle est rongée par l'angoisse. Et puis, c'est plus fort qu'elle, elle n'arrive pas à oublier la malédiction de sa mère, celle qui prédit une mort future pour sa progéniture. Et ça, c'est un gros problème pour Leonarda qui, elle rêve d'avoir plein d'enfants et de les aimer, comme elle l'a jamais été. Alors du coup, pour s'apaiser, elle va chercher des réponses ailleurs. Si elle a été élevée dans la foi catholique quand même, elle se tourne dorénavant vers des choses un petit peu plus obscures. Parce que dans son village, il y a une communauté rome de gens du voyage. Et déjà à cette époque-là, ils ont pas hyper bonne réputation. Justement parce qu'ils ont un petit côté un peu magicien, un peu occulte, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils foutent et tout. Sauf que Leonarda, elle va se rapprocher d'eux, justement pour cette raison-là. Et un jour, elle va consulter une voyante parmi ces gens du voyage pour essayer de se rassurer. Sauf que le problème, c'est que c'est pas vraiment ce qui va se passer. Non, vous n'allez pas mourir. Pas avant longtemps. Vous allez même vivre très longtemps. Mais votre vie sera pleine de tristesse. Vous allez survivre à tous vos enfants. Autant le dire, c'est pas le meilleur pour commencer une nouvelle année sympathiquement, quoi. Du coup, elle est encore plus angoissée alors qu'elle est pas encore mère. Et ce stress va monter d'un cran quand elle va apprendre quelques années après qu'elle est enceinte. Et là, on aurait pu se dire, oh putain, elle est folle de joie, trop bien. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. En fait, à cause de ces angoisses qui sont déjà bien présentes, Leonarda fait de plus en plus de crises d'épilepsie. Et elle se blesse du coup durant ces moments-là puisqu'elle contrôle plus son corps. Et le truc, c'est que sans soin, elle finit malheureusement par perdre son bébé. Sans doute à un moment, elle est tombée d'une mauvaise façon, et là, bam, ça a dû tuer le fœtus. Bon, de son côté, Raphaël, donc son mari, il décide de déménager et d'emmener son épouse à Lauria, qui est son village d'enfance, à plus d'une centaine de kilomètres de Montella. Et là, ce changement est quand même bénéfique pour le couple. Et c'est d'ailleurs là qu'un miracle se produit. Parce que le 29 octobre 1922, notre Leonarda, elle donne naissance à un petit garçon, qu'elle va appeler Giuseppe Ponsardi. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette date est aussi tristement célèbre pour l'histoire de l'Italie, puisque, en fait, c'est le jour de l'arrivée au pouvoir de Mussolini. D'ailleurs, si l'histoire de Mussolini vous intéresse, j'ai fait une vidéo entière sur son sujet où je reviens sur toute sa vie, assez particulière, beaucoup plus étonnante qu'on peut l'imaginer. Bon, en tout cas là, Leonarda ne le sait pas encore, mais c'est une sombre époque qui commence pour son pays. Alors que elle, de son côté, elle est toute contente d'avoir un enfant. Et même si du coup c'est la femme la plus heureuse du monde pendant un temps, la naissance ne la pèse pas entièrement, bien au contraire. En fait, elle va devenir extrêmement protectrice avec son fils. Elle le surveille constamment, parce qu'elle est convaincue que la malédiction peut frapper à tout moment. Genre, c'est une épée de Damoclès qui peut le faucher. Mais bon, malgré son angoisse, Leonarda rêve d'avoir de nouveaux enfants. Elle veut vraiment une famille nombreuse. Et son vœu sera exaucé assez rapidement. Ce qui fait que successivement, elle va accoucher d'une petite fille, puis d'un autre garçon et d'une autre fille. 4 enfants qu'elle va aimer plus que sa propre vie. Sauf que là, ça va vite, je vous le dis, mais le bonheur va être de courte durée puisque les 3
vont mourir. Alors oui, ça arrivait beaucoup plus facilement à l'époque, et en fait, ils meurent de maladies assez jeunes, quoi. À ce moment-là, je vous le dis, Leonarda, elle va sombrer dans une profonde dépression. Et elle va concentrer alors toute son attention sur le dernier, son aîné, le seul enfant qui a survécu, Giuseppe. Et là, son désir de protection va être une vraie obsession. À ce moment-là, le couple va tenter d'avoir d'autres enfants pour réparer le préjudice, la fatalité, quoi. Et là, Leonarda va donner naissance à 5 garçons. Sauf que je vous la fais courte, aucun d'eux va survivre. Et encore une fois, c'est des maladies qui vont les faucher. En tout cas, là, Leonarda, c'est clair que sa conviction qu'elle est maudite est à fond renforcée. À ce moment-là, elle est tellement obsédée par le fait que ses enfants meurent, ce qui se révèle vrai, qu'elle en fait des cauchemars et des cauchemars. En fait, presque chaque nuit, elle rêvait de petits cercueils blancs qui glissaient tour à tour sous la terre. Alors de son côté, son mari, lui, Raphaël, il garde espoir. Et pour aider sa femme, il lui trouve un emploi comme aide ménagère dans la banque où il travaille. C'est un travail physique, certes, mais c'est un job en fait qui est assez solitaire. Il n'y a pas de sociabilisation. Et du coup, c'est un peu l'idéal quand t'es pas bien et t'es morose comme ça, t'as pas besoin de faire copain avec les gens, quoi. Sauf que le petit hic, c'est que ses employeurs sont radins. Et Leonarda, elle doit rapporter ses propres produits d'entretien. En tout cas, c'est comme ça qu'elle apprendra de façon assez rudimentaire à fabriquer ses propres savons. Il aurait mieux fallu lui fournir des savons, mais bon, on verra ça après. En tout cas, derrière l'image de la mère hyper dévouée à son fils, le seul restant, Leonarda, à ce moment-là, elle a un secret que peu de gens connaissent. Et ça, ce sera le premier secret d'une longue série qu'on va aborder tout au long de la vidéo. Bien avant ses meurtres, qu'on verra plus tard, Leonarda, elle avait déjà un casier judiciaire. Parce qu'en fait, un soir, comme poussée par le désespoir, elle va commettre son premier larcin. En fait, elle va se glisser dans l'un des bureaux de la banque où travaille son époux. Elle va créer un faux compte, elle va y attribuer une grosse somme d'argent et puis partir, l'air de rien. Elle pense avoir été assez discrète pour passer entre les mailles du filet. Sauf que le lendemain, elle est arrêtée. Et là, comme elle est terrifiée que son mari perde son emploi et que son fils se retrouve sans le sou, elle va tout avouer en précisant que tout vient d'elle. Elle va dire que c'est un acte impulsif, que ça vient de ses angoisses, de ses crises, comme si elle avait été saisie par la folie. Bon, en tout cas, elle va être alors condamnée pour fraude. Elle va devoir purger 18 mois de prison dans un établissement religieux. Et en tout cas, là, pour Leonarda, ça lui fait pas peur, puisque quand on grandit avec une mère aussi folle que la sienne, une mère supérieure dans un truc religieux, c'est pratiquement une promenade de santé, quoi. Et d'ailleurs, grâce à son bon comportement, elle sortira bien plus tôt que prévu. Bon, une fois de retour à la maison, après sa peine de prison, là, son mari, Raphaël, va être plus froid, moins patient. Alors peut-être parce que sa famille le juge d'avoir épousé une femme capable de faire de la prison. Et là, encore une fois, la petite famille va alors faire ce qu'ils savent faire de mieux, fuir. Et Leonarda va alors emporter avec elle ses peurs, ses morts et sa malédiction. Bon là, avec son mari et puis son fils, Leonarda déménage à nouveau et elle s'installe à Lacedonia, qui est un petit peu plus au nord du pays. Vous voyez, c'est là. Et là, elle se dit, putain, c'est bon, c'est une nouvelle chance, un nouveau départ, ça va bien le faire. Et cette fois, elle veut croire à cette nouvelle vie. Et pendant un temps, ça fonctionne. Et elle va tomber enceinte. Et même plusieurs fois. Sauf que, en fait, ces grossesses vont toutes s'interrompre brutalement. Là, Leonarda, elle encaisse en silence, en s'accrochant quand même à son rêve de devenir une mère à nouveau. Et puis, à un moment, à force de tomber enceinte, il y en a 2 qui vont naître et qui vont rester en vie. Et ça, c'était plutôt rare dans cette famille. Et là, à ce moment-là, Leonarda, elle a 35 ans. Et je sais ce que vous dites, mais elle est tombée enceinte combien de fois? Elle a été enceinte 16 fois, avec seulement 3 enfants en vie. Là, on se dit, putain, elle doit être hyper malchanceuse, ou peut-être maudite. Mais bon, heureusement, la situation du côté de Raphaël, son mari, ça pèse un peu. Il va trouver un emploi là, mieux payé, et Leonarda n'est plus obligée de travailler. Et du coup, elle peut se concentrer à fond sur ses 3 enfants. Bon, là, on se dit, ok, sur le papier, ça va mieux pour elle. C'est bon, elle a enfin ses enfants. Sauf qu'en vrai, dans sa tête, elle continue à penser à la malédiction de sa mère. Elle est toujours morte de peur à l'idée de perdre ses enfants. Et là, quand elle voit des groupes de Roms, de gens du voyage, passer dans son village, elle se dit, ok, c'est un signe, va falloir que je me renseigne sur mon avenir. Et comme ça, hop, je vais peut-être anticiper le pire. Et du coup, elle retourne voir une voyante. Et là, spoiler alerte, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'en lisant les lignes de sa main, la voyante, elle prédit le pire à Leonarda. Et sans savoir à ce moment-là qu'elle est quand même assez proche de la vérité. Dans ta main droite, je vois la prison. Et dans ta main gauche, un asile psychiatrique. Voilà, on a un peu dévié de l'avenir rêvé, je vous dis. D'autant plus qu'à ce moment-là, elle est enceinte de son 17e enfant. Elle a enfin la grande famille qu'elle espérait, donc 4 enfants. Sauf qu'au lieu de se réjouir et d'être rassurée, son stress devient encore plus constant. Là, elle veut protéger sa famille à tout prix, au point de contrôler les moindres faits et gestes de ses bambins, quoi. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils vont avoir une fièvre, elle va commencer à paniquer, elle va faire des crises d'angoisse, enfin terrible. Bref, la peur ne la quitte plus. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à notre deuxième secret, puisque Leonarda va plonger dans le seul domaine qui lui fait du bien, l'ésotérisme, et plus particulièrement la magie noire. Et là, elle va alors s'intéresser à la divination, à la sorcellerie, aux herbes, aux rituels. D'ailleurs, elle lit tout ce qu'elle peut trouver sur le sujet, des ouvrages religieux, mais aussi des livres bien plus sombres, plus anciens.
D'ailleurs, elle décide même de se former auprès des gens du voyage. Ceux-là même qui lui ont fait les pires prédictions et qui n'ont pas une réputation faux folle à ce moment-là. Mais bon, ses nouveaux alliés, elle s'en fiche, ça devient ses nouveaux guides. C'est presque ses mentors, quoi. Mais en tout cas, ce qu'elle fait exactement avec tous ces bouquins et ces gens du voyage, personne ne le sait vraiment. C'est assez mystérieux et même son mari, il sait pas, il évite de poser des questions. En tout cas, elle a l'air d'être un peu plus zen, plus calme. Pourtant, son mari, il voit bien que les finances de la famille disparaissent petit à petit, mais il préfère fermer les yeux. Si au moins ça permet à sa femme d'être plus zen, il se dit c'est peut-être le prix à payer. Sauf que vous voyez, cette quête ésotérique devient envahissante. En fait, c'est comme si Leonarda, elle était toujours là, dans ce monde, mais plus vraiment là aussi, un peu déconnectée, un peu ailleurs. Mais paradoxalement, le fait d'être plus vraiment là, ça lui fait du bien. Parce que, à ce moment-là, en cherchant des réponses à ses obsessions, elle rencontre d'autres gens, des marginaux, des croyants, des curieux, quoi. Bref, elle se fait des potos, quoi, des amis. Et pendant un moment, elle est presque stable dans cet équilibre un peu chaotique. Sauf que tout ça, ça va pas durer. Parce qu'en été 1930, le destin de Leonarda et de tout son village bascule. Parce que ce jour-là, un séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle de Richter frappe toute la région avec des dégâts gigantesques sur 2400 km². Il va y avoir 1400 morts et entre 4000 et 7000 blessés. Et à Lacedonia, donc son village, presque toutes les maisons sont rasées. Et d'ailleurs, ironiquement, le bilan aurait pu être encore pire puisque cette nuit-là, beaucoup d'habitants ont dormi à la belle étoile, dans un champ de blé. Du coup, ça leur a sans doute sauvé la vie. Sauf que Leonarda, elle arrive pas à relativiser, c'est plus fort qu'elle. Elle se dit c'est pas un phénomène naturel, c'est pas possible. Non, c'est lié à elle, c'est la malédiction qui revient. Elle oublie que ça a touché du coup des millions de personnes. Mais qu'importe. En attendant que la plupart des habitants vont attendre la reconstruction, Leonarda, non, elle en peut plus, elle veut plus rester là. La malédiction est revenue, elle doit fuir. Une fois de plus, elle va alors s'en aller avec sa famille au nord du pays. Et à ce moment-là, Leonarda va avoir une nouvelle conviction, terrible conviction, pour pouvoir protéger sa famille et ceux qu'elle aime. Elle va devoir être prête à tout, et même au pire. Et bien voilà, quand la petite famille Pansardi, enfin petite, ils ont quand même 4 gamins maintenant, elle arrive à Correggio, quelque chose d'assez étonnant se produit. En fait, les gens là-bas sont sympas, ils sont gentils. Bon, en même temps, faut dire que tout le pays est au courant pour le tremblement de terre, alors on accueille cette famille du Sud avec douceur, bienveillance. Sur place, son mari retrouve rapidement du boulot, et d'ailleurs, il réussit même à louer une petite maison, modeste mais quand même confort, juste à côté d'une boutique abandonnée. Sauf que pour sa femme, Leonarda, l'adaptation est plus compliquée. Elle est hantée par le séisme, ça lui fait des traumas, elle se sent toujours coupable, comme si elle dit cette catastrophe c'est ma faute, c'est moi qui ai provoqué le séisme à cause de cette putain de malédiction. Mais bon, petit à petit, elle finit par s'ouvrir aux femmes du quartier. Elle les écoute parler de leur quotidien, leurs problèmes de couple, leur vie de famille. Toujours est-il que là, rapidement, Leonarda va devenir la star du village. Elle va devenir la conseillère officielle de Correggio et de ses environs. Parce que elle était de bonne écoute, et le fait qu'elle se verse un peu dans l'ésotérisme, elle avait pris un peu de galon, de confiance en elle, elle faisait un peu des prédictions aux gens. Et d'ailleurs, motivée par ces petites rencontres et son succès, elle décide de rouvrir la boutique abandonnée à côté de leur maison et d'y vendre des savons qu'elle fabrique elle-même. Et d'ailleurs, certains clients viennent de loin pour la rencontrer, tout simplement parce qu'elle leur fait des prédictions, de la divination, ils se disent trop bien, une magicienne et tout. Jusqu'au début des années 40, la vie est plutôt douce pour Leonarda, ses enfants grandissent, tout se passe bien. Sauf que les choses vont rapidement changer. Car pendant ce temps-là, la Seconde Guerre mondiale éclate, on est en 40, je vous l'ai dit, et l'Italie s'engage du coup aux côtés des forces de l'Axe, avec l'Allemagne et compagnie, quoi. Et là, comme tout bon pays en guerre, l'Italie va appeler ces jeunes hommes à défendre la patrie. Et à ce moment-là, Leonarda, elle a qu'une seule obsession en tête, ça y est, son fils aîné va devoir aller au combat et elle va le perdre. Pour vous dire un peu, parce que lui on en a pas trop parlé, mais Giuseppe, donc son fils, à ce moment-là il a 20 ans, il adore sa mère, sauf que il étouffe, il en peut plus, il a envie de vivre sa vie, il a envie d'être indépendant. Et là il en a marre d'avoir été surprotégé toute son enfance. Alors là quand il apprend la mobilisation, de devoir défendre l'Italie, il se fait putain banco. Et là il décide de se taire et d'y aller pour pas briser le cœur de sa mère. Et à un moment, du coup la maman, Leonarda, elle l'apprend, sauf que étonnamment elle va rien dire. Elle va pas faire de scandale, parce qu'en fait, au fond d'elle, elle a déjà un plan. Elle va alors replonger dans ses livres ésotériques, et notamment ceux qui parlent d'alchimie. Et là, elle tombe sur ce qu'on appelle la loi de l'échange équivalent. Et son principe est extrêmement simple, on ne peut rien obtenir sans donner quelque chose d'une même valeur en retour. Et du coup, pour sauver son fils, qui est un poids assez fort, Leonarda en est convaincue, elle va devoir offrir une autre vie en sacrifice. Et du coup, dans le plus grand des secrets, accrochez-vous, elle va alors préparer un breuvage. Ça va être en fait un poison à base d'huile et d'herbes qu'elle va conserver précieusement en attendant le bon moment. Et ce moment, il arrive plus vite que prévu, sous les traits d'une certaine Faustina Setti. Alors Faustina, c'est une cliente régulière. Et en fait, Faustina, pour vous dire, elle a un peu le profil idéal. C'est-à-dire que c'est une vieille fille de 76 ans. Elle a pas eu de copain, elle a pas eu de mari, elle a jamais eu d'enfant. Sauf que elle a un rêve, c'est trouver l'amour. Bon là, Leonarda, elle se fait ok banco, celle-là, c'est le profil idéal quoi. Et en tout cas, elle lui raconte que grâce à sa boutique de savon, elle a rencontré un homme qui aurait vu une photo de Faustina, qui serait tombé fou amoureux d'elle et qui voudrait l'épouser immédiatement. Là, notre vieille
vieille Faustina, elle est aux anges. Elle se pose aucune question. Leonarda, toujours fidèle à sa réputation, va lui proposer de l'aider à écrire des lettres à ses proches pour expliquer son départ, pour aller rejoindre du coup son bien-aimé. Bon, là vous avez bien compris, du coup Leonarda, elle est en train de créer son alibi parfait. D'ailleurs, comme elle est hyper sympa, elle se charge elle-même de poster les lettres. Enfin, plus exactement, elle va demander à son fils, qui étudie à Milan, de les poster. Alors il étudie dans une université classique, hein, pas dans une université du rêve comme Noisuliga. Et en tout cas, le matin du grand départ, quand Faustina doit partir pour aller rencontrer son futur mari, elle passe une dernière fois chez Leonarda. Alors là, elle est un peu nerveuse. En fait, elle a besoin des derniers conseils de celle qu'elle considère comme son amie. Et là, Leonarda, elle sent qu'elle est un peu nerveuse. Donc, comme elle est super bienveillante, n'est-ce pas, elle lui propose un petit verre de vin. Et là, Faustina, elle fait « T'es vraiment une amie de rêve. J'accepte ton verre de vin. » Bien sûr, elle aurait pas dû puisque le verre est empoisonné. Ça va la rendre hyper somnolente, incapable de bouger, mais elle reste encore assez lucide pour voir que Leonarda s'approche d'elle avec une hache à la main. Dans ma tête, je n'entendais plus rien, comme une coquille d'œuf vide. Le corps de Faustina, je l'ai disséqué comme un jambon. J'ai sectionné une jambe, puis l'autre, puis les mains, et ainsi de suite. Et après le meurtre, Leonarda va agir avec méthode. Alors d'un côté, elle récupère le sang dans une grande bassine qu'elle fait ensuite sécher au four sur une plaque. Et de l'autre, elle découpe soigneusement le corps en plusieurs morceaux. Elle va les plonger dans une grande marmite avec de la soude caustique. Et là, son but, ce sera de fondre la chair lentement pour la transformer en graisse, qui est un ingrédient très utile pour fabriquer du savon. Mais la vérité, en vrai, c'est que Leonarda, elle est déçue. Elle est pas déçue du crime, mais par le résultat. En fait, comme Faustina, c'était une vieille dame trop frêle, trop maigre, il n'y avait pas assez de matière pour obtenir un savon de qualité. Et du coup, elle va en tirer que quelques petits morceaux qu'elle va distribuer aux enfants du quartier. Mais bon, rassurez-vous, le sang ne sera pas perdu. Parce que une fois séché et réduit en poudre, Leonarda va le mélanger à de la farine, du sucre et des œufs. Et là, elle va en faire des petits gâteaux qu'elle s'empresse de distribuer à ses voisins, à ses clients, mais aussi à sa famille. Et ce jour-là, personne ne se doute de l'ingrédient secret qu'ils contiennent. Pour Leonarda, elle pense que ce premier sacrifice, il a pas fonctionné. Parce que du coup, comme elle a pas le savon, elle se dit, putain non, si j'ai pas le savon, là, la vie de mon fils est encore en jeu. Mais pas de problème pour elle. Elle est prête à recommencer. Et là, elle est déterminée à trouver le sacrifice parfait pour sauver la vie de son fils. Et bien voilà, on se retrouve à Correggio là, et Leonarda, elle continue sa petite vie tranquille. Elle vend des savons, elle reçoit des clients, elle les conseille. Là, autant être honnête, elle joue à la perfection son rôle de mère dévouée, d'épouse discrète, de commerçante généreuse. Et même les odeurs un peu bizarres qui émanent de sa boutique ne choquent personne. Elle fait des savons, ça pue un peu quoi. Sauf que dans sa tête, elle pense qu'à une chose, elle, son sacrifice n'était pas suffisant comme je vous ai dit. En fait, la vie de cette vieille Faustina, hélas, ne valait pas assez selon elle. Et du coup, alors son nouveau choix va se porter sur Francesca Soavi, qui est une ancienne institutrice, plutôt respectée dans le village. Sauf que depuis la mort de son mari, cette dernière n'arrive plus à joindre les deux bouts. Et là, elle se confie alors à Leonarda. Elle cherche un conseil, une solution. Et évidemment, Leonarda, elle en a une. En fait, là, elle lui parle d'un poste prestigieux dans une école chic de jeunes filles. Et ça, c'est une opportunité rare qu'il faudrait surtout pas louper. Et comme toujours, pour faciliter les démarches, Leonarda, elle propose de s'occuper de tout, des lettres de départ, de tout ça, les préparatifs, afin que notre Francesca, là, parte le cœur léger. Et d'ailleurs, elle accepte, elle fait, trop bien, c'est peut-être la chance de ma vie. Quelle chance d'avoir un ange gardien pareil. Et ainsi, un 5 septembre 1940, moins d'un an après le premier meurtre, la même scène se reproduit dans la maison de Leonarda. Là, un petit sourire rassurant, un verre de vin empoisonné, le corps qui s'immobilise. Et comme Faustina avant elle, Francesca va s'affaisser, complètement engourdie. Elle va découvrir avec horreur cette femme de confiance lui donner un coup de hache. Et cette fois-ci, Leonarda frappe plus fort, sans hésitation. Elle améliore son style. C'est un peu horrible dit comme ça. Et là encore, c'est reparti. Le corps est découpé en plusieurs morceaux. Il est bouilli avec de la soude caustique. Le sang, lui, va être récupéré, séché, puis mélangé à de la farine, du sucre et des œufs. Et bonne nouvelle, les gâteaux croustillants qui vont sortir du four seront encore meilleurs, plus riches, plus moelleux que les précédents. Par contre, petit truc, c'est que le savon, il est décevant. En fait, la chair s'est transformée en bouillie informe et là, impossible d'en faire quoi que ce soit qui puisse être vendu. Et là, pour Leonarda, le message est clair et net, il faut une troisième victime. Quelqu'un de plus prometteur, de meilleur. Et ce sera Virginia Cacioppo, qui est une ancienne chanteuse d'opéra qui a connu la gloire. Et là, comme toujours, Leonarda, elle a la solution. Elle explique à Virginia qu'elle a entendu parler d'un poste de secrétaire à Florence qui serait parfait pour elle. Quand Virginia, elle apprend ça, elle est folle de joie. D'ailleurs, elle s'étonne pas du tout que son ami lui propose d'écrire les lettres d'adieu et de gérer tous les détails à sa place. C'est une amie, quoi, finalement. Donc, elle lui fait confiance les yeux fermés. Et ainsi, du coup, un matin d'automne 1940, Virginia se rend chez Leonarda pour planifier les derniers détails avant son départ. Sauf que là, cette fois-ci, quelque chose se passe pas comme prévu. Leonarda est nerveuse puisque Virginia refuse de boire son verre. Comme si elle se méfiait de quelque chose. Mais Leonarda va vraiment insister, non, il faut vraiment que tu bois, c'est un petit verre d'adieu, c'est entre nous, franchement, ça me fait plaisir. Et du coup, Virginia va accepter d'avaler le verre de vin. Elle aurait mieux fait d'écouter son instinct.
À ce moment-là, son corps s'affaisse, elle devient tout faible, et Leonarda la tue d'un coup de hache. Et puis hop, rebelote, la marmite, la bassine, la soude caustique. Sauf que cette fois-ci, quelque chose change. Quelque chose qui fait plaisir à Leonarda. Sa chair était grasse et blanche. Après l'avoir fait fondre, j'ai ajouté une bouteille d'eau de Cologne et après une longue ébullition, j'ai réussi à fabriquer un savon crémeux tout à fait acceptable. J'en ai donné à mes voisins et à mes connaissances. Les gâteaux aussi étaient meilleurs. Cette femme était vraiment sucrée. Et là, dans sa tête, ça y est, le sacrifice a enfin porté ses fruits. Elle a réussi à obtenir un savon bien crémeux qu'elle allait pouvoir utiliser pour sauver son fils. Parce que oui, vous avez compris, en fait, ce savon, c'est l'accessoire qui lui manquait pour finir de protéger son fils Giuseppe. Et du coup, un jour, alors que son fils rentre de l'université, Leonarda lui tombe dessus. Elle l'emmène alors dans la salle de bain, elle lui ordonne de se déshabiller devant lui. Et là, évidemment, Giuseppe, il refuse. Il fait, mais maman, non. Alors déjà parce que son fils, il est quand même pudique, mais aussi parce qu'il a plus besoin de sa mère depuis très longtemps pour se laver, et aussi parce que c'est comme très bizarre comme demande, quoi. Sauf que sa mère va pas lui laisser le choix. Et du coup, elle va le déshabiller de force, elle va le mettre dans la baignoire. Elle va alors prendre son nouveau savon, celui-là qu'elle a fabriqué, du coup, avec le corps de Virginia, et elle va alors frotter chaque centimètre carré du corps de son fils, en s'assurant qu'il est recouvert de la tête aux pieds. À ce moment-là, son fils, il trouve la scène étrange, du coup, presque humiliante même, mais il se laisse faire, il est un peu effrayé par l'attitude de sa mère. Et bien entendu, il ne saura la vérité que bien plus tard. Et du coup, je vous laisserai imaginer sa réaction à ce moment-là. Parce que pour Leonarda, en fait, cet acte, c'est une protection ultime. Avec ce savon macabre, du coup, c'est comme si elle mettait une couche de protection autour de son fils. Maintenant, il est enveloppé, il est protégé, il est béni, quoi. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que contrairement aux deux autres victimes, Virginia, elle était entourée, elle avait une famille, et eux, ils ne comptent pas l'oublier. Alors là, pour la première fois depuis longtemps, Leonarda, elle est apaisée, elle est en paix avec elle-même. Elle fait, putain, ça y est, mon fils est protégé. J'ai conjuré le sort. Et d'ailleurs, il n'a pas été envoyé au front, il n'a pas été appelé. Il continue ses études, il est en vie. Du côté de la famille de Virginia, du coup, la troisième victime, il s'interroge, mais où est-elle? Et là, son silence commence à devenir inquiétant. Et en plus de ça, les lettres reçues ne ressemblent pas au caractère de l'ancienne chanteuse d'opéra. Là, c'est bizarre, elles ont l'air froides, impersonnelles, ça a pas de sens, quoi. Et du coup, ça va être la belle-sœur de Virginia, Albertina Fanti, qui va prendre très au sérieux cette affaire. Elle se rend alors du coup à Correggio, bien décidée à rencontrer la dernière personne qui a vu Virginia vivante, Leonarda. Et là, quand Albertina arrive, Leonarda va jouer son rôle. Elle va secouer la tête, s'excuser, elle va prétendre ne rien savoir avant de refermer la porte. Sauf qu'Albertina, elle va pas lâcher l'affaire. Elle va alors mener sa petite enquête. Elle apprend alors que deux autres femmes ont elles aussi disparu mystérieusement. Sauf que toutes ont un point commun, elles fréquentaient Leonarda. Et ça sent mauvais. Là, Albertina va alors se rendre à la police en étant persuadée que Leonarda est mêlée à tout ça. Sauf que la police, ils vont pas prendre l'affaire au sérieux. Sauf que Albertina, elle insiste. Et la police, à un moment, elle finit par convoquer Leonarda. Alors au début, elle est peu coopérative. Elle ment beaucoup, elle se referme sur elle-même. Elle est pas à l'aise, quoi. Et les enquêteurs, ils manquent de preuves matérielles, jusqu'à ce qu'ils s'intéressent aux lettres envoyées aux proches des victimes. Et bizarrement, elles sont toutes similaires. Et c'est des lettres qui ont toutes été postées depuis 1000 ans par son fils Giuseppe. Et là, à ce moment-là, Giuseppe devient alors le suspect principal de l'enquête. Ce qui manque pas de rendre furieuse sa maman, forcément. Et à ce moment-là, elle en peut plus, elle a pas envie que ce soit sur lui que ça retombe, alors elle craque et elle avoue tout. Le poison, la hache, les corps découpés, la bassine de sang, les savons, les gâteaux, tout ça, c'est elle. Je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque vie prise avait servi à sauver mon enfant. C'était un engagement pour défaire la malédiction. Là, elle est alors accusée de 3 meurtres. Elle est alors mise en prison en attendant son procès, qui prendra du retard à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et de son côté, Giuseppe, il va presque totalement renier sa mère. En tout cas, le temps passe et quelques années plus tard, Leonarda va passer devant le tribunal de Reggio Emilia. C'est à côté de Milan, quoi. Et là, après plusieurs jours de procès, Leonarda sera reconnue coupable de meurtre. D'ailleurs, l'ironie totale, vous vous souvenez de la deuxième prédiction de la voyante, avec l'histoire de la prison et de l'asile psychiatrique? Eh bien, elle était vraie, puisque Leonarda a été condamnée à 30 ans de prison et 3 ans dans un asile judiciaire sous tutelle psychologique. Et du coup, Leonarda va alors purger sa peine à la prison de Pozzuoli, dans le sud du pays, à 2 pas de la mer. Et là, contre toute attente, elle s'y adapte très bien. En fait, Leonarda a toujours su se faire apprécier des gens. Et le pire, c'est qu'en prison, elle devient populaire. Elle va raconter à qui veut bien l'entendre son histoire. Et là, elle est encouragée par son psychiatre à écrire ses mémoires. Et ça va être alors un gros pavé de 700 pages intitulé « Confession d'une âme aigrie », mais qui sera officiellement jamais publié. Ce sera presque comme un mythe. En fait, certains spécialistes d'ailleurs se demandent si le livre n'a pas été écrit par ses avocats, histoire de plaider sa cause plus facilement et de rajouter un côté folie, du truc. Et du coup, le 15 octobre 1970, Leonarda s'éteint à l'âge de 76 ans derrière les murs de sa prison. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'affaire Leonarda Cianciulli a fait et continue de faire parler beaucoup les Italiens. Notamment parce qu'il y a aussi un dernier détail qui dérange.
Parce qu'en effet, en fait, Leonarda, elle a toujours affirmé avoir agi uniquement par pur instinct maternel, sans pulsion meurtrière. Pourtant, on le sait aujourd'hui, Leonarda, elle a toujours dépouillé ses victimes. Elle leur prenait l'argent, les bijoux, les objets personnels, elle prenait tout, quoi. Et le truc, c'est que ces crimes ont rapporté près de 103 000 lire italiens, ce qui correspond à peu près à 80 000 € aujourd'hui. Mais alors, pourquoi voler en fait si son but était de sauver son fils? Eh bien là, la vérité, c'est que Leonarda était bien plus complexe qu'elle n'en avait l'air. Déjà, certains psychiatres lui ont diagnostiqué des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC quoi, tandis que d'autres ont avancé la théorie d'une psychose délirante avec supplément idées paranoïaques. Mais d'autres chercheurs ont aussi avancé une autre hypothèse un peu troublante, parce que Leonarda aurait pu faire partie d'un réseau de contrebande. En fait, une organisation qui visait à détrousser les femmes isolées et vulnérables. Et là, contrairement à ce qu'elle a toujours défendu, elle n'aurait pas agi toute seule. Et du coup, pour garder la lumière sur elle, alors une lumière macabre, elle aurait tout exagéré en disant qu'elle aurait tout fait, du coup le savon et compagnie, et que personne ne l'aurait aidé. Sauf que des théories pensent qu'en réalité, c'était juste la face émergée de quelque chose de plus profond. Eh bien écoutez, voilà la poiscaille, vous l'avez compris, l'affaire Leonarda Cianciulli, c'est peut-être l'une des histoires les plus glauques qu'on peut trouver du coup parmi les femmes italiennes. Et en fait, cette fascination, elle vient pas que de ce qu'elle a fait, parce que du coup, elle a fait tout ça durant l'époque fasciste et toutes les horreurs de la guerre. Et petit à petit, elle était devenue une sorte de symbole. En fait, c'est un peu celle d'une humanité qui était poussée à ses limites et où l'horreur peut se dissimuler même derrière les visages les plus ordinaires. Donc elle avait bien incarné tout ça. D'ailleurs, avant de conclure cette histoire, je vais vous partager un dernier détail sur elle. Parce que à cause de toutes ces angoisses, elle faisait beaucoup de cauchemars, notamment avec des silhouettes inconnues ou alors des bébés dans des cercueils. Sauf que pour s'apaiser, elle avait réussi à trouver une solution en se préparant une boisson à base d'herbes. Et ça l'aidait à voir un peu plus clair dans son sommeil. Et en fait, c'était dans ces moments-là qu'elle était la plus calme, la plus lucide. Comme quoi, peut-être finalement, apprendre à maîtriser ses rêves, ça peut aussi faire du bien. Et ça, c'est pas Ariane, Edgar ou même Ulysse qui sont les persos de ma saga Noisuli qui pourront dire le contraire, je pense. Et évidemment, n'oubliez pas, en tout cas, si vous voulez maîtriser aussi votre vie privée et éviter de terminer en savon, accessoirement, vous pouvez penser à CyberGhost VPN et à mon lien en description. Grâce à lui, vous avez le droit à une offre exclusive et une réduction de 83% et 4 mois offerts. Sur ce, merci d'avoir vu la vidéo encore une fois et moi je vous dis à très bientôt, faites de beaux rêves.